Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Bonjour Lévi. Bonjour à vous. Noémie Alioua qui ne devrait pas tarder à arriver, ainsi que Najwa El Haïté. On va parler des législatives, second tour, majorité relative, c'est ce que pressentent les sondeurs. On va revenir sur ce sujet, on va parler d'Emmanuel Macron en Ukraine, pas d'école obligatoire dans les départements en rouge et puis l'essence toujours au plus haut. Tous ces sujets avec vous, coup de cœur et puis la démission de Martin Hirsch. On va quand même en parler ce matin, réunion extraordinaire à la PHP et Martin Hirsch, donc grand patron, a annoncé qu'il démissionnait. On parle de tout cela avec vous, on commence peut-être avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme Ripoul, comment ça va? Oui, alors c'est un coup de cœur pour une association qui s'appelle l'Association française contre la myopathie et qui organise le Téléthon et qui a obtenu une avancée, me semble-t-il, dans le dépistage de l'amyotrophie spinale. C'est une maladie qui est très très moche, il faut le savoir, ça touche les petits-enfants, ça touche un enfant qui naît sur 7000 et ça se finit très mal. Or, il y a des avancées thérapeutiques, puisque aujourd'hui on peut soigner, on peut stabiliser la maladie, mais il faut pour ça avoir un diagnostic très tôt et même dès la naissance. Et ce qui va se passer dans la région Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'à partir de l'automne, on va tester systématiquement. Il y a déjà 7 maladies qui sont à la naissance. Vous avez un enfant, il est testé sur 7 maladies. Là, on va rajouter dans Grand Est et Nouvelle-Aquitaine sur un projet pilote la myotrophie spinale. Et c'est un gros avantage, c'est que derrière, on peut enclencher les traitements. Pourquoi ? Parce que la myotrophie spinale, vous êtes un médecin généraliste, vous n'êtes pas sûr de la repérer tout de suite. Voilà. Donc là, c'est une belle avancée. C'est du concret, ça fait aussi partie de... Bon, moi, c'est une association dans laquelle j'ai travaillé et j'y suis attaché. Et ça fait aussi partie des résultats qu'ils obtiennent. Et je voulais saluer ça parce que c'est fait avec les pouvoirs publics et c'est une belle chose. Oui, voilà. Mais ça, c'est effectivement une avancée. Je voudrais juste passer un petit message sur le dépistage de l'audition à la naissance. Vous savez, c'est quelque chose qui se fait depuis quelques années. Et c'est très bien de dépister tout cela, sauf que toutes les femmes que je connais qui ont accouché, on leur a dit votre enfant est sourd. C'est-à-dire qu'à un jour ou deux de la naissance, l'enfant a encore du liquide amniotique dans les oreilles. Ça fait paniquer les mères. Ça fait paniquer les mères. Mais toutes les femmes, une oreille qui n'entend pas. On leur dit oui, il n'entend pas bien de l'oreille droite ou il n'entend pas bien de l'oreille gauche. Et évidemment, enfin pas évidemment, parce que c'est gravissime, effectivement, la surdité, il faut le dépister, mais à 1 ou 2 jours, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et s'il y a des femmes enceintes ou des gens qui ont des filles qui vont accoucher, ou des belles filles, ne vous angoissez pas parce que c'est évidemment important de faire ce dépistage, mais à 1 ou 2 jours, c'est un peu... Non, mais j'apprends quelque chose, effectivement, et je comprends que... Mais c'est vrai que tous ces dépistages à la naissance sont primordiaux et très importants. Jean-Luc, coup de gueule sur la montée des températures. Oui, non, c'est pas un coup de gueule sur la montée des températures. C'est un coup de gueule sur cette super nouvelle que, je vais faire un petit rappel, René Dumont se présentait au présidentiel en 1974. Pour ceux qui sont les plus jeunes et qui ne connaissent pas tout ça, et c'est normal, allez sur YouTube, il y a toutes les déclarations faites il y a près maintenant de 50 ans sur ce qui risquait de nous arriver si on n'agissait pas rapidement. Alors depuis, il y a eu le GIEC, il y a eu toutes les nouvelles. Oui, la température monte. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle montera tout le temps, parce que les changements climatiques ne sont pas uniquement des hausses de température. Ça peut être des ouragans, ça peut être des tempêtes, enfin bon, j'en rajoute pas. Voilà, c'est pas une surprise. Et par rapport à cela, les éléments à mettre en place sont des éléments à mettre en place extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, un certain nombre de pays européens ont signé un texte, une dizaine de pays, mais pas la France, pour dire qu'il fallait aller plus vite pour réagir par rapport au changement climatique, dont l'Allemagne et pas mal d'autres pays, mais pas la France. Oui, mais Gilles... Oui, mais on fait jamais rien. On panique, et puis quand il fait chaud, on dit qu'il fait trop chaud. Quand il y a la grêle, il y a trop de grêle. Quand il y a de la pluie, il y a trop de pluie, mon beau monsieur. Et on ne fait jamais rien. J'ai passé un son la semaine dernière expliquant que durant le spring break américain, les Américains vont consommer 50% de l'essence disponible sur la planète. Donc il y a des pays qui consomment, comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Tant qu'on réglera pas
pas à ce niveau-là. À l'échelle mondiale. C'est ce qu'essaye de faire le sommet de la Terre depuis des années, mais on ne réussit pas. On est dans un monde égoïste. Peut-être c'est notre fatalité de la race humaine qui disparaîtra comme les autres races. Faut peut-être accepter notre destin. Mais je suis d'accord, on fait rien. La première sécheresse marquante en France, dans nos mémoires, c'est 76. Il y en a eu d'autres avant, bien entendu, mais la marquante, c'est 76. Il y a eu beaucoup de canicules depuis lors. Qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose. On a travaillé sur les symptômes, c'est-à-dire, par exemple, dans les maisons de retraite, les EHPAD, la climatisation, mais on n'a pas travaillé sur l'amont, c'est-à-dire comment est-ce que on gère mieux l'eau. En France, on n'a pas de reuse, c'est-à-dire la réutilisation de l'eau. On est dans l'un des pays où on réutilise le moins les eaux usées, c'est-à-dire qui ont été traitées. On pourrait les utiliser pour les parcs et jardins, on pourrait les utiliser pour vous avez Veolia qui a affirmé que ce chiffre était bon dans un article de Libération où 20% des canalisations fuient en France. On est tout à fait d'accord. 20% des canalisations où l'eau fuit. C'est juste incroyable. Oui. Et vous avez un responsable de Veolia qui était dans cet avou qui a dit oui, c'est vrai que faudrait qu'on répare nos canalisations. Après, mais il y a des mouvements, vous avez tout à fait raison. Mais on arrivera, ils pensent arriver à 15% de pertes. En dessous, ça sera très difficile, parce que les réseaux bougent. En fait, c'est très compliqué. Mais en tout cas, pour rejoindre Jean-Luc, on fait pas ce qu'il faut. On pouvait prendre de l'avance, on l'a pas prise. Voilà. Aujourd'hui, on est face au mur et on est un peu effaré, mais. Jean-Luc. Tout le problème, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, on n'est pas les seuls fautifs, la France n'est pas la seule fautive, les Américains, les habitants des États-Unis dépensent 4 fois plus d'énergie que nous à tout niveau. Donc, c'est pas une raison pour pas commencer. Évidemment que s'il y avait que la France qui faisait beaucoup d'efforts, l'état de la planète planétaire, l'état du climat planétaire ne serait pas beaucoup changé. Nous ne sommes pas le centre du monde. Mais clairement, on a des sérieux progrès à faire parce que j'entends ça, moi. La problématique de la gestion de l'eau, et nous ne sommes pas le pays qui manquons le plus. Mais non. On a perdu. Non, c'est vrai. On ne gère pas ça suffisamment. On n'est pas. Et là, sérieusement, être dans la sobriété pour la gestion de l'eau est quelque chose de faisable, praticable, sans mettre à mal la société française. Je vais vous faire mon petit coup d'interrogation ou de gueule. D'ailleurs, vous me l'avez envoyé, Gilles, mais je l'avais vu. Le Parisien, c'est le journal Le Parisien qui vient de dépasser les 70 000 abonnés numériques. C'est-à-dire le journal en numérique, c'est une très bonne nouvelle. A réalisé un décompte de ses plus grands fraudeurs. Qui fraude le plus ? Eh bien, c'est la Cour des comptes avec 90 utilisateurs qui se partagent un abonnement, le même abonnement Internet à égalité avec la mairie de Paris. Voilà. Donc c'est quand même, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Petite précision, Valérie, pour faire un peu toute la France. Le Parisien dans le reste de la France s'appelle Aujourd'hui. Et je pense que les abonnés qui sont comptabilisés comptabilisent aussi ceux qui sont en dehors de l'Île-de-France. Mais Pierre Moscovici aura beau jeu de vous répondre qu'il fait 90 fois des économies du Parisien. Oui, mais enfin, c'est quand même. Quel message? C'est un peu de la truanderie. Et c'est la même chose avec Netflix aussi. Les codes Netflix se donnent. Mais je croyais que vous aviez aussi, droit à 4 abonnements seulement par. Non. C'est les codes qui sont donnés aussi. Vous avez des codes pour pouvoir regarder Netflix qui sont donnés. Bon. Voilà, mais. Donc voilà. La mairie de Paris. C'est vrai, c'est un joli coup de gueule parce que mairie de Paris et Cour des comptes, c'est quand même. C'est exemplaire. Il fallait le faire. Heureusement qu'elle ne prend pas le métro, Anne Hidalgo, elle sauterait au-dessus de la barrière. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News, auteur du livre Les uns contre les autres aux éditions du CERF. Ça parle de la banlieue, ça parle de Sarcelles, du communautarisme, de ce qui est devenu cette banlieue, et je conseille la lecture à tout le monde. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais. Et nous attendons Najwa El Haïté. On va parler des législatives, on va parler d'Emmanuel Macron en Ukraine, on va parler de l'essence et puis de la démission de Martin Hirsch ce matin qui quitte le navire quand même. Alors beaucoup de médecins se réjouissent d'une certaine manière de son départ, mais il part quand même en abandonnant l'hôpital à son triste sort. Un mot quand même, Noémie, vous étiez en retard parce que...
à Paris, et je pense que ça va être la même chose dans beaucoup de grandes villes, on ne trouve plus de taxis, on ne trouve plus de VTC, et un patron de taxi expliquait qu'il y avait 30% de chauffeurs en moins. Ils choisissent leurs courses. Dans Paris, c'est devenu l'enfer. Il y a des gens qui partent à la retraite. Plus personne non plus ne veut faire ce métier. Donc là aussi, pénurie, c'est pour ça, et quand on l'a évoqué, c'est ce qui s'est passé pour vous ce matin. Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est intéressant d'ailleurs de le noter. Ouais. On voit d'une part les prix qui augmentent, d'autre part les chauffeurs qui sont de plus en plus rares. Ouais. On voit que il y a encore quelques mois, il fallait attendre 2-3 minutes pour avoir un chauffeur. Maintenant, c'est plus entre 6 et 10 minutes. Donc on voit les temps d'attente augmenter. On voit même que parfois certains chauffeurs acceptent les courses mais ne se déplacent pas. Ils attendent qu'on annule. En bref, il y a aussi des petites des gens qui en profitent un petit peu dans tout ça. C'est vrai que quand on entend qu'il n'y a pas de travail, peut-être qu'il y en a, mais peut-être pas celui dont on rêve. Certains vous diront, vous n'avez qu'à prendre les transports en commun, certes, mais ça, on le prend toute la semaine, par ailleurs. Mais c'est vrai. Moi, je suis venu en transport en commun, j'ai une panne d'électricité. J'étais bloqué entre deux stations. Oui, non, mais c'est ça. Parfois. Donc j'ai failli arriver en retard. C'est comment à Marseille, Jean-Luc ? Vous prenez pas les transports non, je prends pas le taxi à Marseille. Non. Vous m'excusez. Soit je roule en vélo, soit je roule en scooter. Donc, il y a des transports collectifs quand même qui marchent pas trop mal dans le centre-ville, en tous les cas, pas vers les quartiers nord, ni vers les quartiers sud. Oui, ça c'est vrai. Je voudrais dire par là quand même que j'ai été maire adjoint en banlieue parisienne il y a plus de 20 ans. Je m'occupais des taxis et je connais assez bien le sujet. Le travail de chauffeur de taxi pour gagner sa vie, c'est 10 à 12 heures de travail par jour. C'est une pénibilité, c'est une très forte pénibilité. C'est quelque chose. Alors, ceci explique cela. Après, le tarif de la licence évolue selon l'offre et la demande, et selon les villes aussi. Euros. 150 000 € la licence, et parfois à Nice c'est plutôt autour de 300 000 par exemple. Tout ça est très cher et le rapport temps de travail activité est pas génial. Bien sûr. C'est vrai. S'il y a des chauffeurs de taxi qui nous appellent, qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler pour nous dire comment vous vivez cette situation. 0826 300. Noémie, un coup de gueule. Oui, un petit coup de gueule. Non, on va le faire à la fin avec vous puisque ça va nous emmener sur les. J'attendrai. Si, on va le faire parce que Najwa est pas là, donc allez-y. Oui, c'était les propos d'Elisabeth Borne, qu'elle a tenus ce matin sur RCL, et elle a finalement voulu être très claire sur les consignes de vote au deuxième tour de cette élection législative, et donc elle a martelé le fameux mantra « pas une voix pour l'extrême droite » quand on lui a demandé ce qu'il fallait faire donc dans l'ex-circonscription de Jean-Michel Blanquer, le Loiret, où un candidat RN affronte un candidat de la NUPES. Et donc la question que je me pose, c'est toujours la même, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, y compris au plus haut niveau de l'État, à mesurer le danger de l'extrême gauche? Pourquoi est-ce qu'on juge tolérable, acceptable le discours extrêmement radical de Jean-Luc Mélenchon et de sa secte? Rappelons, c'était un soutien de Poutine, de Maduro. Il tient un discours ouvertement anti-police, complaisant avec l'antisémitisme. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, qui l'ont oublié, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme qui a suggéré que l'attentat de Mera, qu'avait commis Mera, aurait été fomenté à la veille de l'élection présidentielle pour faire monter l'islamophobie. C'est tout cela, Jean-Luc Mélenchon, c'est un complotisme chic. Je ne comprends pas cette complaisance, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne considère pas aujourd'hui que l'extrême gauche est au moins aussi dangereux que l'extrême droite. Oui, alors Jean-Luc va pas être d'accord. Ça, pour ne pas être d'accord, je suis pas d'accord. Vous savez, il y a un très bon article dans le New York Times de cette semaine, qui est un quotidien américain, comme chacun sait, qui montre et qui démontre que ce que propose la NUPES ou la NUPES n'est pas si extrémiste que ça, et à faire penser que 25% de la population, 30% de la population serait devenue extrémiste, c'est extrêmement grave. Non, parce qu'évidemment, il y a une part de la population qui vote pour eux par opposition à Emmanuel Macron, qui veulent juste qu'il y ait un parlementarisme beaucoup plus fort. Extrémiser les gens qui soutiennent la NUPES, les électeurs et électrices qui soutiennent la NUPES, est contre-productif
complètement. Il n'y a pas de relation directe entre l'extrême droite qui serait extrémiste, tout électeur d'extrême droite n'est pas forcément extrémiste, et les électeurs de la NUPES qui seraient tous extrémistes. Tout ça est dangereux. Ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule solution des deux côtés. Avec Emmanuel Macron. Eh bien, ça n'est pas démocratique de mon point de vue, c'est même très dangereux. Il y a possiblement des formations politiques extrêmement diversifiées. Nous sommes toujours en phase d'une fin de Ve République, en phase de la déposition des anciens grands partis politiques. Rentrons dans la phase de recomposition, ça va bien venir un jour, avec des termes choisis et non extrémisés. C'est très dangereux ce que vous venez de dire, très très dangereux. Alors pour ma part, je fais quand même le distinguo entre l'électorat qui a voté pour la NUPES, c'est-à-dire je pense qu'il y a une part de cet électorat qui est simplement dans l'opposition à Emmanuel Macron, et aujourd'hui l'opposition, en tout cas là dans ces élections législatives, elle est portée par l'extrême gauche, et l'extrême gauche, et en l'occurrence la NUPES qui est composite, et la France Insoumise qui à mon sens est un parti d'extrême gauche et qui tient des discours et qui a des propositions d'extrême gauche. Donc je fais le distinguo entre les électeurs dans cette élection. Mais par exemple, je vous en ai tenu plusieurs là. C'est son discours sur la police. C'est insupportable de dire que la police, elle tue. Tous les jours, la police, elle sauve aussi. Ouais. Alors, Jérôme, moi je pense que la réaction de Jean-Luc peut être compréhensible, mais il faut quand même nuancer tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir créé aujourd'hui un ovni politique qui lui permet effectivement d'avoir avec lui des gens du PS, des gens du Parti communiste, donc des partis qui sont pas soupçonnables, voilà, des Verts qui sont pas soupçonnables tous d'avoir les idées qui ont été énoncées par Noémie, mais néanmoins il y a une partie des candidats qui effectivement brassent ce genre d'idées. Et la difficulté à laquelle se trouve confronté Macron aujourd'hui, c'est de séparer le bon gré de l'ivraie. Et c'est plus possible. Mais c'est ça, c'est que la globalité des deux côtés est pas possible. Mais exactement. Oui. Et donc sa problématique à Macron, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas dénoncé l'extrême gauche. C'est sa principale menace dans la législative, et donc il la dénonce tardivement. Avec peut-être des arguments qui, pour le coup, sont pas vrais pour tous les candidats. Mais il n'en reste pas moins, Jean-Luc, qu'il y a des candidats qui ont des postures, des positions, des actes qui sont inquiétants. Et aujourd'hui, si on ne peut pas parler de la NUPES comme ça, on peut dire quand même qu'il y a certains candidats dont on peut s'étonner des réactions et des propos qu'ils ont. Oui, ça c'est... Juste un mot, parce que je suis aussi comme Noémie un peu chatouilleuse sur le sujet. Pedro me dit on ne tire pas sur une voiture qui ne s'arrête pas. Et on fait quoi sur un type qui ne s'arrête pas et qui tue une jeune femme de 23 ans qui traverse au passage piéton après un refus d'obtempérer? Vous dites quoi? Vous dites quoi à ça? Je ne dis pas qu'il faut tuer les gens, mais il y a un moment où si le refus d'obtempérer se produit toutes les 20 minutes, comme c'est le cas en ce moment, il y a un moment, quand le policier est en danger, oui, il doit tirer. Alors après, il y a le problème de la formation, mais si on doit arrêter une voiture qui ne s'arrête pas, bien sûr que si. Sinon, vous pouvez être tué par ces chauffards et ces voyous qui sont des assassins de la route. Je suis désolée de dire ça, mais je ne suis pas désolée du tout, je l'assume totalement. Oui, Jean-Luc, vous vouliez réagir? Je crois par rapport à cela qu'il faut être mesuré par rapport au fait de dire la police tue. Est-ce qu'elle tue avec des positions de légitime défense, ou est-ce qu'elle ne tue pas? Est-ce qu'elle tue avec des positions de non légitime défense? Les dernières affaires en date depuis quelques années montrent qu'il y a évidemment des cas dans lesquels la police avait eu entièrement raison de tirer, et dans d'autres cas, elle n'en avait aucune. La dernière affaire en date va démontrer qu'elle n'avait pas de raison de tirer. Et une jeune femme qui était prise, qui n'était pas dans cette voiture, elle était raccompagnée chez elle. Après une soirée, on en pense ce qu'on en veut. Et à ce niveau-là, dire que la police tue en générique, c'est totalement idiot. Dire que parfois, elle va trop loin, ça n'est pas forcément idiot. Oui. Bon, on va pas refaire ce débat. Najwa Laïté, bonjour. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Paris est en travaux, donc c'est la galère. C'est ce qu'on vient de dire sur ce que disait... Toutes les villes sont en travaux. Oui, toutes les villes sont en travaux. Oui, mais particulièrement Paris, avec des difficultés sérieuses de déplacement. Noémie Alioua sur le barrage républicain à géométrie variable, c'est-à-dire de dire aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle disait? C'est-à-dire que c'est un peu caricatural et schématique de dire ça comme ça? Moi, ce sont les propos de la Première ministre, et en soi, je les partage avec une nuance. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit dans des
dans des territoires, quand il s'agit en effet dans des territoires où vous avez une opposition entre un candidat RN et un candidat NUPS, pour ma part, je ferai, puisque vous le disiez très justement, dans NUPS, il y a des PS, il y a des Verts, donc je ferai, moi, pour ma part, cette distinction. C'est-à-dire que ça aurait été bienvenu. Si c'est un candidat... Ça aurait été malin. Voilà, si c'est un candidat PS, mais qui appartient à ce grand rassemblement qu'on appelle NUPS, face à une candidature RN, eh bien, mon vote ira vers ce candidat PS, spécifique, voilà, spécifique. Et d'ailleurs, vous parliez de difficulté, mais là, je pense que les électeurs devraient faire cette différence, cette différence-là. Après, pour revenir sur les propos de Jean-Luc Benamias par rapport à la dangerosité du programme de cette NUPS. Moi, je suis désolée, quand je lis le programme, parce que je l'ai lu, moi, le programme de ce grand rassemblement, eh ben, oui, il est dangereux. Il est dangereux pour notre économie, parce que quand on fait un peu d'économie, qu'on s'intéresse à ce volet-là, quand il dit on va augmenter à hauteur de 1 500 € le SMIC, on sait très bien, puisque ça a déjà été fait sous le règne, entre guillemets, de certains gouvernements, que cela a engendré des millions de suppressions d'emplois. Donc là, c'est pas de ouf. C'est la réalité. Ça a été testé par notamment des gouvernements qui se situent à gauche. Je fais la distinction en effet parce que ce rassemblement, on l'a rappelé, il y a des Verts, il y a du PS, etc. Mais il y a LFI. Et LFI, je suis désolée, ils sont prédominants dans ce rassemblement. Et quand j'entends les positions sur la laïcité, parce qu'en plus, c'est des... Bah oui, c'est pas des magots, c'est la réalité. Parce qu'il y aurait qu'une seule position sur la laïcité. Je vous ai écouté vraiment très attentivement, donc je veux bien terminer. Quand vous connaissez ce que pensent LFI sur la laïcité, sur le communautarisme, parce que je suis désolée, ils font pas du communautarisme un ennemi de la République. Loin de là, puisqu'ils surfent sur certains territoires, et je le vois, moi, en tant qu'élu dans l'Essonne, je vois parfaitement qu'ils surfent aussi sur ces communautarismes-là et qui font de l'électoralisme, du clientélisme. Et là encore, on peut pas nier. Donc dire, attention, c'est de la démagogie de pointer du doigt. Et vous avez vu, je fais de la nuance. Parce que j'ai cité l'exemple d'un candidat qui serait situé plus au PS, du côté du PS contre le RN. Moi, mon choix, il va vers le candidat PS. Donc, vous voyez, je suis tout en nuance. Mais là, dire que c'est pas du tout dangereux, je suis désolée, il l'est. France Insoumise face à un candidat RN. France Insoumise, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant d'émission de Martin Hirsch. Ce matin, le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui va quitter ses fonctions. On se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, nous continuerons à parler donc de ces législatives du deuxième tour avec une majorité relative vraisemblablement, mais ne jouons pas à Madame Irma, pour le président de la République et pour son gouvernement. Quelques mots sur la démission de Martin Hirsch, le puissant patron de la PHP, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il va très certainement, me dit-on, rejoindre le Conseil d'État. C'est un endroit qu'il connaît bien. Il en a été au début des années 90 le secrétaire général. Il va retrouver Didier Tabuteau. Vous savez qui c'est le vice-président du Conseil d'État. Ils se sont connus au cabinet de Bernard Kouchner. Je vous fais un petit CV. Là-bas, il a côtoyé quelqu'un qu'on connaît bien, Jérôme Salomon. C'était ce qu'on appelait les Kouchner Boys à l'époque. Et Hirsch, qui était l'ancien patron de Emmaüs, a trahi toute cette bande quand il a rejoint Sarkozy. Alors, c'est vrai que certains disent qu'il se prenait pour l'abbé Pierre. Et depuis qu'il a intégré la PHP en 2013, des médecins m'ont envoyé des messages. C'est le début d'une descente aux enfers pour le plus grand employeur d'Île-de-France. Maltraitance, mépris, burn-out au siège avenue Victoria. Les médecins, les infirmières quittent le navire. La PHP est au paroxysme de la crise, d'une crise avec un malaise très très profond. Le Covid a bon dos et c'est vrai que les médecins sont à la fois contents de le voir partir, mais disent également que il abandonne le
navire au pire moment. Ouais, après la crise Covid. Voilà, et avec visiblement une attitude très... Donc cette démission ce matin, qu'est-ce qu'on peut en dire, Jérôme Ripoul? Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez partagé. Pour les auditeurs, l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est quand même 100 000 personnes, 20 000 médecins. Ouais. C'est 1,5 million d'urgences chaque année, etc. Donc c'est colossal. Alors, dans les bons points de Martin Hirsch, car il y en a quand même, le système, mais c'est le bon point aussi des infirmiers et des médecins et des personnels, le système s'est pas effondré pendant la Covid. Mais depuis lors, ça va pas du tout. Et là, on peut dire que le système est en train d'encaisser une crise majeure. Ça, c'était le bon point. Le mauvais point, c'est que il est resté 9 ans. Entre 2014 et 2020, le nombre de médecins a augmenté à la baisse. Il y a moins de médecins aujourd'hui qu'il y en avait en 2014. Ouais. C'est quand même incroyable, et peut-être plus de contractuels d'ailleurs. Et globalement, les lits ont été fermés, quoi. Donc manque de soignants, manque de lits. Et le bilan est pas bon, et c'est peu dire qu'il laisse l'assistance publique des hôpitaux de Paris dans un état bien moins bon que celui dans lequel il a trouvé. Ouais. Donc c'est pas. Donc la démission, effectivement, elle peut apparaître comme un peu étonnante parce que le Conseil d'État, on peut supposer que c'est un sas de décompression pour lui. Ouais. On peut imaginer qu'il cherche autre chose. Il a cherché autre chose il y a déjà 6 mois dans des grands groupes privés. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il sentait que c'était. Vous le connaissez, Jean-Luc Benamias? Oui, je l'ai connu quand je dirigeais les Verts dans les années 80-90. Il était. Vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entendait mal. Allez-y. Il y a des coupures. Dans les années 90, il était très bien à Emmaüs, même si on sentait déjà une petite position un peu autoritaire, si ce n'est de l'autoritarisme. Et il a dirigé l'HPHP de manière extrêmement autoritariste. Il est obligé de partir. Alors bon, on lui propose le Conseil d'État, c'est pas nouveau, il y en a pas mal qui lui passent. Mais sérieusement, il ne pouvait plus diriger tout cela puisqu'il s'était mis à dos. Quelles que soient les positions sociales, politiques, des aides-soignants, des infirmières, des médecins, je pense qu'il n'y avait plus personne qui voulait l'écouter. À un moment donné, il faut partir. Hein. Voilà. Avec un État, comme l'a dit Jérôme, de la HPHP, qui est un État malheureusement relativement déplorable. Malgré tout ça, heureusement, les hôpitaux ont continué à tourner. Oui. Grâce au personnel. Ouais. Noémie? Oui, alors je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, surtout par les auditeurs, mais il quitte le bateau au moment où il est en train de couler. Donc il y était quand même depuis 2013. Bon, il a traversé la crise du Covid, il a été aussi beaucoup critiqué. Il aura sans doute des fonctions plus politiques, on a dit sans doute au Conseil d'État. Il faut rester optimiste, voilà. Espérer que celui qui va lui succéder soit plus audible aussi auprès du personnel hospitalier. On verra bien qui lui succédera. Alors, Najwa ? Oui, enfin, je ne veux pas être redondante par rapport à ce qui a été dit, mais en tous les cas, dire oui, il faut rester optimiste et puis prévoir une réforme de grande ampleur, parce que vous le disiez, l'hôpital public, il y a un vrai malaise. Vous le rappeliez, le manque de soignants, la suppression des lits, parce qu'il y a un manque de soignants. Et ça nécessite des réformes importantes, des réformes de gouvernance, et dans différents débats, ça revient, mais il faut vraiment se saisir de ces questions-là. Oui. Écoutez, la suppression des lits n'est pas due majoritairement au manque de soignants. La suppression des lits je termine, à des mesures administratives faites par les différents ARS qui demandaient, même pendant la crise du Covid, ça s'est vu dans l'Est de la France, la suppression de lits, pour des raisons financières et administratives. Mais pas tout le temps, bien évidemment. Mais ça participait du mouvement quand même. Aujourd'hui, en Ile-de-France, et pour avoir interrogé, et je le redis, sachez-le, et je pense que c'est partout en France, il n'y a plus d'infirmières qui sont aptes. Par exemple, on prend les services AVC, à Bichat, vous avez 4 lits ouverts sur 12. Et il y a 50% des lits AVC en France, en région parisienne, qui sont fermées, faute d'infirmières. C'est ça la problématique quand même. Et une certaine classe politique a tendance à critiquer l'immigration. Mais là, à l'hôpital public, on peut remercier des médecins venus de l'étranger, des infirmières qui viennent de l'étranger
également pour combler le personnel. ce manque-là. Et le personnel. Sur les médecins, il faut quand même battre bien notre coulpe, parce que l'espèce de délire qu'il y a eu sur le numerus clausus, alors entretenu par l'État, et aussi quand même, il faut le dire, par des médecins il y a 30 ans, où on a laissé le numerus clausus, où on a vu des éléments, des très très bons éléments partir faire leurs études de médecine à l'étranger, et d'ailleurs parfois y rester, donc des étudiants français, ça c'est quand même une grave situation qui a été engendrée depuis 30 ans et jusqu'à très peu de temps, puisque le numerus clausus a été rouvert il y a 2 ans, hein, pas plus. Donc là on a manqué de discernement aussi. Le nombre d'étudiants en médecine ou en infirmier qui sont allés en Belgique, par exemple. Mais oui, il a fallu que la Belgique, à un moment donné, mette un numerus clausus par rapport au nombre de Français qui venaient en Belgique. Alors, Martin Hirsch, pour le citer, donc, a dit qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois, et il indique ne pas pouvoir s'engager à bâtir avec vous tous un modèle hospitalier différent de ce qu'il a été avant la pandémie à bon dos, merci, plus proche de nos attentes et de nos ambitions à tous. On entend circuler le nom de Nicolas Revel, directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, pour le remplacer. On verra. Allez, à suivre sur Sud Radio, J-2 avant le second tour. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Nous étions en train de commenter les photos d'Emmanuel Macron en Ukraine, particulièrement lorsqu'il enlace Vladimir Zelensky, qui lui fait un bisou. Il lui fait une bise, et puis cette poignée de main virile. Alors certains dénoncent cette communication. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage en Ukraine, Noémie Alioua? C'est de la poudre aux yeux, comme souvent avec Emmanuel Macron. On est vraiment dans la communication, dans la symbolique, mais en attendant, Poutine, lui, fait avancer son armée. C'est ça qui est un petit peu, pas drôle, mais un peu pathétique. C'est-à-dire vous avez des images extrêmement fortes, bien sûr, de solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine, et c'est important. Il y a des solidarités aussi concrètes avec l'aide dans l'armement. Mais je veux dire, au-delà de toute cette symbolique et de toute cette poudre aux yeux, eh bien, nous avons une guerre avec un ennemi qui avance et qui place ses pions. Et puis dans le discours hier, c'était donc une réconciliation avec Vladimir Zelensky, mais question que je me suis posée peut-être très naïvement, c'est on déclare aussi la guerre à l'Ukraine d'une certaine manière. Quand il dit à la Russie, quand il dit il faut que l'Ukraine gagne, ce discours. C'est un pas de plus sur une position belliqueuse à l'égard de la Russie. Mais c'est toujours une position d'équilibriste, parce que c'est toujours le en même temps. Macron, 2 jours avant, il disait, il répétait, il faut pas humilier la Russie. Donc c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière. Disons que là, ce déplacement, il lui sert clair. Enfin, dans son esprit, il lui sert politiquement dans le cadre des législatives. Après, je ne sais pas si, comme il l'a espéré, ça va être le cas. Parce que moi, je trouve que le discours sur le tarmac, c'est une bombe à fragmentation. Je suis étonné de la façon dont ça s'est distillé dans la population française et qui a très très mal vécu ce discours-là. Sur la forme, parce que effectivement, la saillie de Mélenchon sur la version de Trump était plutôt bien trouvée, et sur le fond, parce que finalement, les Français n'entendent peut-être pas ce discours, quoi. Bon, je ne sais pas s'il a fait si ce déplacement se soldera par un bénéfice, un gain pour lui. Najwa, moi, à mon sens, c'est que ce déplacement, et ça a été dit, il s'agissait aussi de rassurer du total soutien de l'Europe vis-à-vis de Zelensky. Donc on annonce la poursuite de livraison d'armes, etc. Aussi, et important, c'est aussi un déplacement qui sert à manifester le soutien du statut de candidat immédiat de Kiev à l'adhésion de l'Union européenne. Et puis aussi, on est, à mon sens, dans le symbole. C'est-à-dire, vous avez un Zelensky, d'ailleurs très bon communicant, là où il peut intervenir, il intervient avec son petit t-shirt dégueulasse, très proche du corps, avec les biceps, etc. Qui intervient à Cannes, qui intervient. J'avais vu qu'il y avait un salon Vivatech, exactement, Vivatech. Voilà, je cherchais l'intitulé exact. Vivatech, où il est présent, il fait un discours aussi là-bas. Donc on est en effet dans la communication et dans le symbole où vous avez un Zelensky qui est le défenseur de l'Occident contre la méchante Russie, anti-démocratie, avec des valeurs
valeurs que nous ne défendons pas en tant qu'État de droit, etc. Donc on est dans le soutien politique, mais aussi on est dans le symbole à la fois, et dans la communication, vous le disiez également. Absolument. Jean-Luc ? Ce voyage Je crois que Emmanuel Macron a essayé de se rattraper de sa pauvre présidence française au niveau de l'Union européenne, dont on pourrait reparler un jour. J'en avais parlé avant la présidence française pour dire que tout ça n'avait pas beaucoup d'intérêt et que ça ne portait en rien à conséquence, quel que soit d'ailleurs le président de l'Union européenne pendant 6 mois. Ce qu'on voit là, c'est qu'il a essayé de dire « je pèse toujours en Europe ». Et c'est bien le problème, c'est que moi je pense qu'il ne pèse pas tant que ça en Europe par rapport aux différents chefs de gouvernement qui pèsent eux un peu plus par rapport aux discussions possibles, notamment avec M. Poutine. Et quant à les relations entre M. Zelensky et M. Macron, je n'apprends rien à personne, elles étaient devenues très mauvaise. Et que c'est un rattrapage. Je trouve que la période n'était pas très bien choisie, mais c'est à lui de voir, quand on fait une campagne de second tour et quand on n'en fait pas en fait de campagne de second tour, ce que ça va donner dans les urnes. J'en sais strictement rien comme tout le monde. C'est-à-dire rien n'est abouti à ce niveau-là. Il n'y a pas de certitude. Mais sur le tarmac, c'était ni fait ni à faire. Réellement ni fait ni à faire. Oui, et après aussi, cette espèce de poignée de main, genre t'es mon pote et je te prends dans mes bras et que je t'embrasse et tout ça, là, il se fait sincèrement allumer sur les réseaux. Noémie, tout à fait, mais c'est parce qu'on est vraiment dans le mélange des genres, et ça maintenant depuis plusieurs mois, entre le géopolitique et le politique, et on ne sait pas lequel sert l'autre. Donc quand il fait son discours hier à Kiev, en évoquant aussi à 2 jours des élections législatives, eh bien forcément il y a une sorte de configuration qui fait qu'il y a un mélange des genres. L'ambiguïté, Noémie, est levée, c'est-à-dire que là, clairement, la guerre en Ukraine lui a servi de bouclier. Oui, tout à fait, comme pour la présidentielle d'ailleurs. Le prétexte pour lui pour s'extraire d'une élection où à l'évidence ils n'avaient pas beaucoup préparé de choses. Parce que ce qui est frappant dans cette élection présidentielle, c'est qu'on n'a pas eu de programme. Il est entré très tard en campagne. Et ce qui est frappant dans cette élection législative, c'est qu'on ne nous explique pas ce que le gouvernement va faire dans les prochaines années. Ça, alors que de l'autre côté, il y a un Jean-Luc Mélenchon qui dit, dont on peut critiquer le programme, retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, etc. Je vous corrigerai, il y a eu un programme. Simplement, vous aviez un président de la République qui n'était pas en première ligne. Enfin, j'en sais quelque chose puisqu'on était avec plusieurs élus à aller animer des réunions publiques et présenter ce programme. Mais ce qui est tout à fait juste, c'est que le président a su ce qui se passe en Ukraine. Mais il y a eu un programme. Il y a eu tout un travail sur le programme qui n'a pas été présenté. Le programme culture n'a pas été présenté, ou très peu, etc. La réponse à la question que je posais au début sur la réaction de Poutine, c'est qu'il vient d'annoncer qu'il ne livrerait plus de gaz à la France. Donc, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, absolument. Il commence à serrer la vis avec tous les pays qui considèrent qu'il n'a pas suffisamment soutenu. Cette guerre qui se met en place aussi, sans le dire, cette livraison d'armes. Il y a un auditeur qui nous dit Zelensky a inventé l'armaton, c'est-à-dire le don d'armes. C'est joli ça. Et avec toutes les questions, on l'a un peu évoqué hier, qui vont se poser sur ce que vont devenir ces armes. Mais on voit les États-Unis qui livrent des armes, on voit la France aussi qui va y participer. Alors il se défend, Emmanuel Macron, d'entrer en guerre. Il le dit ouvertement. Nous n'entrons pas en guerre, mais nous aidons à s'armer et à se défendre. Il est allé sur le territoire comme dans des belligérants. La nuance est mince. La nuance est mince. Absolument. Il ne vous a pas échappé, et ça me paraît extrêmement normal, que quand on parle de livraison d'armes, on n'est pas très précis. Et ça me paraît, je le répète, des Césars, des canons César. Oui, mais c'est un petit bout de la lorgnette. Oui, parfaitement. Mais je le dis, ça me paraît que quand il y a une guerre, on n'est pas obligé de dire à tout le public en général, et notamment à Poutine, exactement ce qu'il faut faire. Mais bien sûr. Il y a une discrétion obligatoire. Normalement. Mais vous vous souvenez qu'Alexis Corbière avait vendu la mèche en parlant d'armes de guerre. D'armes de guerre, alors qu'il n'était pas censé donner ces informations. C'était déjà écrit ailleurs. Il faut arrêter avec cette espèce de truc que quand c'est écrit dans les journaux internationaux, qu'Alexis Corbière parle ou ne parle pas, ça ne change rien à l'affaire. Ça se voit un peu beaucoup. On marque une toute petite pause, on se retrouve pour parler des législatives J-2 avant le second tour, pour savoir comment va se composer cette Assemblée nationale, une majorité absolue, une majorité relative. On va y revenir dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio, donc J-2 avant le second tour des législatives
législatives. Voilà, je savonne. Avez-vous l'intention d'aller voter? Comment allez-vous vous comporter? 0826 300 300 si vous avez envie de réagir. Elisabeth Borne est arrivée en tête. Il y a quelques duels intéressants avec 34,32% des voix. Elle est face au candidat de la NUPES, Noé Gauchard. Il y a Amélie de Montchalin qui est également en situation compliquée face à Jérôme Guedj. Damien Abad, lui, est arrivé en tête avec 33,38% des voix. Bref, il y a pas mal de circonscriptions qui risquent de basculer d'un côté ou de l'autre, comme c'est le cas à chaque fois. Mais beaucoup d'incertitudes aussi. On en parlait avec Frédéric Dabi, qui ne s'est pas trompé, on le rappelle, pour le premier tour, mais qui disait que là, le second tour est très compliqué à évaluer parce que on ne sait pas quelle sera la mobilisation. J'en profite peut-être pour redire un mot de Brigitte Kuster qu'on a évoqué hier avec le sale coup de Nicolas Sarkozy qui a été recevoir sa concurrente alors que Brigitte Kuster est une femme qui le soutient depuis 30 ans, qui est une fidèle. Et en fait, c'est en train, alors les gens l'arrêtent dans la rue, lui disent c'est dégueulasse. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer au dernier moment. Il peut y avoir un effet contraire. Il peut y avoir un effet contraire. Mais c'est vrai que résultat assez incertain. Il y a deux sondages qui sont parus ce matin. On a eu un sondage effectivement au Doxa hier et ce matin un sondage Elab. Les deux donnent à peu près les mêmes fourchettes. Donc pour Renaissance, donc LREM et ses alliés, 255 à 295 députés, sachant qu'il faut le rappeler, il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Moi je pense que cette élection, cette législative, c'est celle qui ressemble le plus, si on regarde le passé, c'est 88. C'est-à-dire c'est Mitterrand, c'est la réélection. Mitterrand est très très bien réélu d'ailleurs à l'époque. Et pourtant, il n'obtient pas la majorité puisqu'à l'époque, il avait 275 députés, il a dû composer. Là, c'est ce qui risque d'arriver à Emmanuel Macron. Mais alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'il serait obligé de se tourner vers ceux qui ont dit, encore hier soir on a vu Xavier Bertrand sur un plateau télé l'expliquer, sur ceux qui ont attaqué son programme, qui se sont opposés à lui et qui sont les Républicains, quoi. Donc là c'est une partie très très serrée, quoi, parce que l'appétit et les exigences des Républicains à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron et peut-être aussi de leur place dans le gouvernement risquent d'être très très supérieurs aux quelques voix qui risquent de représenter dans l'hémicycle. Donc c'est super serré. Oui, alors, nous verrons bien sûr dimanche les résultats finaux, mais c'est vrai que si on se fie au sondage, on voit qu'effectivement Emmanuel Macron, son parti et ses alliés ont des chances d'avoir une majorité, mais extrêmement serrée, extrêmement fragile, et on se dit que peut-être qu'il va découvrir ce que c'est qu'une Assemblée nationale, qu'une force parlementaire. Ils pourront pas utiliser des 49-3 tous les 2 jours, donc il y aura des débats. Voilà, peut-être que c'est ce que veut d'ailleurs. Je pense que les électeurs, y compris de la NUPES, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc, je pense que ce ne sont pas forcément des NUPéciens, si je puis dire, de d'âme, mais que beaucoup d'entre eux veulent constituer et renforcer l'opposition à Emmanuel Macron. Et c'est ce qui va très certainement se jouer dans la prochaine Assemblée, c'est-à-dire une force d'opposition assez beaucoup plus forte que celle qui n'a été jusqu'alors, qui permettra peut-être à la démocratie d'en sortir plus forte et plus mieux. Il y a un sondage ce matin dans le Figaro Doxa qui nous dit que 70% ne veulent pas d'une majorité absolue. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de voter pour NUPES ou RN, mais qui ne veulent pas voter non plus pour En Marche ou pour Ensemble, donc qui veulent s'abstenir. Donc à la limite, est-ce qu'on peut leur dire que le vote blanc est peut-être plus un moyen de manifester leur mécontentement? Jean-Luc Bédamias? Il serait temps que l'Assemblée nationale rejoue son rôle de débat démocratique. Et c'est ce qui risque de se passer. Je ne sais pas qui sera majoritaire, avec une majorité forte, une présence. Il semblerait que La République En Marche et Ensemble, si elle n'atteint pas la majorité, elle sera quand même le groupement Ensemble sera quand même le plus important. Mais au moins, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Et ça manque sérieusement dans le pays depuis au moins 2 mandatures. C'est-à-dire que on avait une grosse formation, les députés en place votaient comme le demandait le gouvernement, puis même s'il y avait des débats, ils ne servaient strictement à rien. Ça devenait d'ailleurs très embêtant pour les gens qui s'intéressent à la politique et qui s'intéressent face à l'Assemblée nationale. Voilà, moi je ne veux pas de prédiction par rapport à tout ça. Je pense qu'il serait extrêmement bon, effectivement, que Ensemble n'ait pas la majorité totale à l'Assemblée nationale et qu'on ne recommence pas
à avoir ce qu'on a vécu pendant 5 ans, c'est-à-dire une Assemblée nationale complètement atone. Oui, mais avec un risque de blocage, et c'est aussi c'est là où si cette tendance, puisque c'est une tendance qui est issue des sondages, eh bien, si ça devient réalité, le président de la République sera obligé de composer. Alors avec LR, qui d'après ce sondage obtiendrait entre 42 et 62 sièges, donc il sera obligé de composer s'il veut réformer ce pays, parce que je rappelle qu'il y a des réformes quand même annoncées qui sont plus ou moins importantes, la réforme des retraites, et d'autres réformes, et je pense à la réforme de la dépendance, mais en tous les cas, il va falloir qu'il compose avec LR. Autre aussi, et c'est intéressant, autre leçon qu'on tire de ces sondages, c'est que le Front républicain n'existe plus. Ouais. Il n'existe plus. Il n'y a plus une mobilisation pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, c'est quand même le discours d'Elisabeth Borne. Oui, c'est le discours des politiques, mais moi je parle des électeurs. Je parle des électeurs. On n'est plus ils vont avoir pour la première fois un groupe parlementaire, donc il y a une progression aussi de leur côté. En tout cas, pendant le précédent mandat, il n'y en avait pas eu. Donc, pourquoi vous dites que c'est pas la première fois, Jean-Luc ? Parce qu'en 86, il y avait un groupe d'extrême droite, il y avait un groupe du Front National, en 88, en effet, il y avait... En 86. Parce que c'était... Mais Jean-Luc, nous avons le privilège de l'âge qui devient de moins en moins privilège. Donc en 86, c'était bien un groupe, mais c'est une première. La proportionnelle. L'existence du Front National avait été rendue possible par la mise en place de la proportionnelle à l'époque. Jérôme, excuse-moi, une proportionnelle qui n'était pas totale, elle était départementalisée. Tu as tout à fait raison. Moi, je le répète régulièrement, quand les gens votent, et si on veut qu'ils recommencent à voter avec plus de 58%, plus de 50% de votants, il faut que quand les gens votent, ils voient que leur vote a servi à quelque chose. Plus on abuse de ce système majoritaire, moins les gens pensent que voter est utile. Et je dis ça pour l'ensemble des l'ensemble des formations politiques qui ont le droit de se présenter aux élections. Si on ne va pas vers ça, le taux d'abstention continue à monter. Alors il semblerait qu'il y a un petit redressement pour ce second tour. Je dis bien il semblerait, selon les instituts de sondage, ils ont l'air à peu près tous d'accord pour que ça atteigne presque les 50% de votants. Vous voyez où on en est, presque les 50% de votants. Mais à ce niveau-là, il faut que nos concitoyens, quand ils votent, voient leur vote respecté. Moi, je répondrai à votre question aussi. Oui, il faut aller voter, effectivement. Le vote blanc existe. D'ailleurs, il faudrait qu'il soit enfin reconnu. Et la deuxième chose, c'est que il faut pas oublier que dans l'esprit des Français, même si la dernière remonte un peu assez loin, les cohabitations ne sont pas des périodes défavorables. C'est-à-dire qu'en clair, économiquement et socialement, 86, 88, 93, 95 ou celle à gauche sous Jospin ne sont pas des périodes qui ont marqué les Français par le fait qu'elles étaient économiquement défavorables. Non, mais c'était pas le même parti majoritaire. C'était pas le même parti, mais ça veut dire que non, c'est vrai, mais ça veut dire qu'il peut y avoir une cohabitation. C'est-à-dire que la cohabitation, le fait d'imposer à Emmanuel Macron une cohabitation avec des acteurs du jeu républicain que sont les LR, ça pourrait ne pas déplaire aux Français. Ouais. Possible. Pour rebondir sur l'abstention, et Jérôme Fourquet a eu une analyse intéressante. Il dit que le fait que les partis traditionnels dans leur fonctionnement n'existent plus, il n'y a plus cet élan, vous voyez, démocratique, où vous aviez le militant qui venait défendre des idées, etc. Donc c'est sûr que ça pousse pas à aller voter. Et on en parlait également tout à l'heure, où il n'y a pas eu réellement de campagne aussi. Donc comment voulez-vous intéresser les Français à partir du moment où il n'y a pas de débat, les partis traditionnels, où là aussi c'était des lieux où on organisait, je me souviens, j'étais au Parti Socialiste, on organisait des rencontres où là il y avait un vrai débat avec des gens qui peut-être pas forcément notre tendance politique, mais qui venaient participer à nos réunions, et bien ça motivait quand même à aller voter. Là on n'est plus dans ce contexte-là, c'est une autre époque. Oui, c'est hélas.
Mais comment il va gouverner, Macron? Qu'est-ce qu'il peut faire s'il n'a pas cette majorité? Valérie, il aurait une ligne politique extrêmement ferme. Oui, on pourrait s'inquiéter. Ouais. Mais Macron, c'est un joueur de dames, c'est pas un joueur d'échecs. Ouais. C'est-à-dire qu'il prend la situation au coup par coup. C'est-à-dire que, moi je pense que ça ne lui posera aucun problème et qu'il y tirera même un certain profit. On verra. Il n'y a pas de libéral intellectuel. Le problème que ça pose, vous l'avez tous compris, je pense, c'est qu'il faut qu'il arrête de gouverner seul. Et il sera obligé, quelle que soit la majorité qu'il aura, de compter avec ses partenaires, notamment. Alors que ce sont des partenaires de Ensemble, c'est-à-dire Horizon et le Modem, ou que ce soit, s'il n'a pas de majorité ferme, avec des députés qui ne sont pas forcément uniquement de LR, qui dirait par rapport à cela, je vote pour, par rapport à ça, je suis contre, mais ce sera une composition. Et enfin, il ne sera pas le seul à régner sur la planète France. Non, ça c'est sûr. Jean-Luc a raison parce qu'il peut avoir l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire des partenaires au sein de Renaissance qui peuvent être turbulents et frondeurs, comme on l'a vu avec Hollande, c'est-à-dire les gens du Modem ou les gens d'Horizon. Parfaitement, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a une double menace, quel que soit le résultat. Et avec cette perspective de 2027, même si c'est loin, vous avez des hommes politiques qui y pensent. C'est déjà dans la tête de beaucoup d'hommes politiques. Et j'espère de faire en priorité. Oui, j'espère aussi. Absolument. Un mot sur ces départements qui ont décidé d'exenter d'école les élèves pour cause de canicule. Vous êtes un petit peu concerné à Marseille? Il fait chaud d'ailleurs? Non. Marseille, quand vous regardez la température, Marseille, pas le Vaucluse, le reste des Bouches-du-Rhône. Marseille, non, on a une température normale, on est bien les seuls. Donc, non, moi je suis pour cette histoire de se dire qu'on ferme l'école ou le collège le vendredi, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui. C'était une bonne position. Voilà. Après, ça nous a pas échappé que on arrivait bientôt près des vacances, donc quasiment les cours essentiels sont déjà terminés. Voilà. Je pense surtout à ceux qui sont en examen dans des salles où il n'y a pas d'aération non climatisée. Ça pose la question aussi de la rénovation des écoles, de ces passoires thermiques, de ces écoles qui sont pas aux normes pour accueillir les élèves. À Marseille, il y en a un paquet. Rien n'a été fait depuis 2003. Je sais pas. Non, franchement, moi je m'interroge d'abord sur la question, sur la responsabilité aussi, le gouvernement nounou aussi, sur l'État nounou. Tout à fait, mais aussi sur la loi de cause à effet. Pourquoi est-ce que on aurait moins chaud quand on est chez soi? Je sais pas, il y a plein de gens qui n'ont pas de climatisation chez eux et qui je comprends pas pourquoi fermer l'école changerait quelque chose fondamentalement parce qu'on travaille de la chaleur. Oui, puis en général les maisons sont équipées de volets. On peut ce qui n'est pas le cas des écoles. Donc en fait la passoire thermique est plus importante. On a peut-être plus de chances d'avoir des climatisations dans les écoles que chez soi. Il y a vraiment des écoles, je vois dans nos départements qui sont mal dotées. Les écoles climatisées, c'est extrêmement rare. En tout cas, c'est le genre de décision politique qu'on prend dans un pays qui va bien. Et en été, il fait très chaud. Et c'est tout le problème de certaines écoles. C'est pas l'État nounou, mais ça replace la responsabilité sur les parents qui on peut l'imaginer, travaillent. Oui, c'est ça. Mais de l'État qui décide comme ça de fermer l'école. Il se défausse de ses responsabilités aussi. On peut l'imaginer aussi. Bon, écoutez, un peu de décentralisation ne fait pas de mal. Oui, absolument. Écoutez, merci à tous les quatre. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. À lundi.